Accord. 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 Corps à corps. Alors oui, il y a eu beaucoup de promesses. Vous savez, c'est l'heure des paroles, les paroles, les paroles, hein, juste avant les votes, comme toujours, et comme l'a rappelé d'ailleurs Stéphanie Gibault. Et alors, évidemment, l'une qui touche le plus le peuple français, c'est celui de parler des impôts. Alors, qui promet de ne pas augmenter les impôts? Ça commence par le gouvernement. Je vous propose d'abord d'écouter Bruno Le Maire qui épingle Jordan Bardella. C'était le 14 juin dernier. Bruno Le Maire qui dit voilà, Monsieur Bardella s'intéresse enfin à la dette, mais dommage, c'est trop tard et nous avions raison. Lui, il avait tort. Je vous le fais en résumé, mais c'est ça. Bruno Le Maire, le 14 juin. Voilà maintenant qu'en plus, il nous propose des dépenses supplémentaires par dizaines de milliards d'euros. Les baisses de taux de TVA sur l'essence, sur l'alimentation, sur le gaz, sur l'électricité, 24 milliards d'euros. Pour rien, pour que ça aille dans la poche du distributeur ou de l'industriel, mais certainement pas dans la poche du consommateur. Alors que chacun réalise bien ce qui est en train de se passer avec le programme du Rassemblement national. Soit le Rassemblement national applique son programme. Et dans ce cas-là, préparez-vous à une augmentation massive de vos impôts pour financer ce programme irresponsable. Soit il n'applique pas, et alors ça veut dire tout simplement que le Rassemblement national veut dire mensonge, mensonge, mensonge. Voilà ce que commence à dire Bruno Le Maire. Augmentation massive de vos impôts si vous votez Rassemblement national. Et puis Gabriel Attal va plus loin. Ce sera non seulement augmentation massive de vos impôts si vous votez Rassemblement national, mais si vous votez pour nous, eh bien promis, il n'y aura pas d'augmentation. On l'écoute. Et donc l'engagement que je prends, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts si les Français donnent une majorité au candidat que je présente avec Ensemble pour la République. Mais c'est très différent des autres camps. Il y a une injustice fiscale. Les plus riches ne payent pas assez d'impôts. Pardon, en fait, la France, c'est un paradis fiscal pour personne. En France, il y a plus d'impôts que dans les autres pays autour de nous, y compris pour les plus riches. On est le dernier pays de l'Union européenne à avoir un impôt sur la fortune, l'IFI. Il a été supprimé partout ailleurs. Il restait en Espagne. Ils ont confié l'impôt maintenant aux régions. Les régions ont toutes mis le taux à 0% de cet impôt sur la fortune pour attirer les plus riches. Mais il y a des cas pratiques. On a le taux marginal d'impôt sur le revenu. Salia Braclia, on a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus élevé. Sur les entreprises qui font des super profits. J'entends vos arguments et on les connaît tous. On a une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui avait été créée en 2011. Ça devait durer quelques années. Elle existe toujours depuis. Donc voilà, moi je vais vous dire, ceux qui vous disent on va augmenter les impôts mais ça va concerner que les plus riches. Les Français, ils sont pas bêtes. Ils savent, c'est comme les travaux, ils savent comment ça commence, jamais comment ça finit. Voilà, quand ils disent on augmente les impôts que pour les plus riches, c'est le programme du nouveau Fonds populaire. On va y revenir dans quelques instants. Alors ça, c'était le côté gouvernement. Jordan Bardella, lui, a présenté son programme. Il a dit suppression des impôts pour les familles modestes, sur les héritages directs pour ces familles et les classes moyennes, afin de favoriser la transmission. Il a dit supprimer les impôts sur le revenu des médecins, des infirmiers en retraite, qui reviennent travailler pour faire face aux déserts médicaux. Et puis Marion Maréchal, plus simplement, le 24 juin, a assuré dans les 4V Télématin, elle a représenté le programme de cette coalition ou union des droites, union nationale, le refus d'augmenter les impôts. Eux aussi, de leur côté, on l'écoute. Aujourd'hui, il y a un programme de coalition. Le principe d'une coalition, c'est que justement, on met autour de la table des gens qui ont chacun des singularités pour se mettre d'accord sur l'essentiel. L'essentiel dont je vous ai parlé, c'est ce que je vous ai présenté à l'instant, c'est-à-dire réduction de l'immigration, lutte contre l'insécurité et en effet baisse des dépenses publiques et refus d'augmenter les impôts. Voilà, baisse des dépenses publiques, refus d'augmenter les impôts. Donc voilà encore une promesse de ne pas augmenter les impôts. Alors, on finit par le dernier bloc, le nouveau Front populaire. Et alors là, on écoute Clémence Guettet, candidate aux élections législatives pour Créteil-Choisy-le-Roi, coprésidente de l'Institut La Boétie, c'était lundi 24 juin également. Et elle présente donc leur programme économique. Mais je vais vous le préciser, c'est 25 milliards la première année, on arrivera à 100 de dépenses supplémentaires au bout de 2 ans, on arrivera à 150 au bout de 3 ans, et ça continuera d'augmenter. Et je vais vous dire, c'est finançable, parce que c'est ça votre question juste après, je présume. C'est finançable par des hausses d'impôts. C'est finançable par des hausses d'impôts pour les plus riches, parce que toutes les personnes qui touchent moins de 4 000 euros net mensuels, c'est-à-dire 9 Français sur 10, une majorité des gens dans ce pays survivent, ils ne vivent pas. Ceux-là verront leurs impôts diminuer, s'améliorer. Ce sera plus facile de vivre avec nous. Alors voilà, finalement, on a entendu la grande foire aux promesses des élections. Eh bien nous, maintenant, on va tenter de comprendre ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Je suis très heureuse d'avoir mes deux invités avec moi. Bonjour Sylvain Tiget.
Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en économie, investissement, fondateur d'Ultra Bourse, cofondateur de la lettre d'investissement Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche. Nous sommes également avec Florian Limachabert. Bonjour. Bonjour Clémence, Et bonjour Sylvain. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, agrégé de sciences économiques et sociales, professeur d'économie, de sociologie, sciences politiques, chargé de cours à l'EDEC et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et éditeur de presse financière indépendant. Alors, à tous les deux, je vous pose cette question. Je vais commencer peut-être par vous, Sylvain Tiget. Vous avez entendu les différentes promesses, les différentes annonces, que ce soit le Rassemblement, enfin l'Union nationale ou la majorité présidentielle. Cette promesse de ne pas augmenter les impôts, est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est faisable? Et puis, évidemment, que pensez-vous aussi de la promesse du bloc du nouveau Front populaire? Bah, écoutez, les promesses, c'est facile. Moi, je peux vous dire que si vous votez pour moi, le lendemain des élections, j'offrirai une Bentley à tous les citoyens français. Bah, c'est Euh, sympa ça. si vous voulez, c'est un gouvernement qui, de toute façon, en fait, en moins de 10 ans, a ajouté 1000 milliards de dettes aux finances publiques. Donc, ces gens-là, qui d'ailleurs se targuent, hein, vous avez Bruno Le Maire, ministre de l'économie sous Emmanuel Macron, qui dit j'ai sauvé l'économie française avec énormément d'aplomb. Oui, Donc, ces gens-là vous disent qu'ils ont bien travaillé et ils vous disent, bah, si vous votez pour notre camp, on continuera à bien travailler oui, et on fera des choses magnifiques. Sauf que ça fait presque 10 ans qu'ils sont au pouvoir, enfin, un peu moins, mais dans les faits pour Emmanuel Macron, mais un peu plus si on compte son temps en tant que ministre des Finances. Donc, si vous voulez, je vois pas comment en 10 ans ils ont ruiné le pays et comment bah, peut-être plus tard ils ne le feraient pas. Donc ces promesses, elles n'engagent que ceux qui y croient, comme disait Jacques Chirac. Et, euh, et je pense que de toute façon, en fait, aujourd'hui, on est dans une impasse, Clémence, dans la mesure où en fait on a réellement, on est réellement dans la situation où on est le mouton qui va à l'abattoir et on nous dit soit vous mettez la patte à gauche avant de vous faire tuer, soit vous mettez la patte à droite avant de vous faire tuer et de rentrer dans l'abattoir. mm, Donc à gauche, on a augmentation massive des impôts par le bloc Nouveau Front Populaire. À droite, on a le bloc Rassemblement national qui vous dit, bon, on n'augmentera pas tellement les impôts, on va avoir un programme, on ne sait pas trop comment on le financera, vous verrez. Et puis au milieu, vous avez la voix du leader suprême qui est votez pour nous, on baissera les impôts, et puis il y aura des papillons un petit peu partout dans toutes les régions de France. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, le chemin reste le même, c'est on va tout droit, en fait, à l'abattoir dans les circonstances actuelles. Je ne vois pas ce qui changerait pour les Français et je ne vois pas quelles sont les solutions concrètes proposées par ces différents blocs pour nous sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve. Alors, on va revenir sur l'abattoir et comment sortir de l'abattoir. Mais d'abord, Florent Ly, pardon, Machabert, je voulais vous poser cette même question. Finalement, est-ce qu'il y a un programme ici que vous avez entendu qui paraît plus sérieux que l'autre ou finalement, c'est un peu tous, enfin, comment dire, surréaliste, pour le dire gentiment. Si vous voulez, on sait que Gabriel Attal a fait Sciences Po, mais là, nous dire que les impôts ne vont pas augmenter, c'est vraiment une mesure Sciences Pipo. En fait, ce qui convoque dans notre imaginaire, c'est la fameuse règle d'or. Alors, la Oui, règle d'or, normalement, c'est d'interdire tout déficit dans le budget. Mais lui, il ne prend que ce qui l'intéresse en campagne électorale, il ne prend que la partie, nous n'augmenterons pas les impôts. Et en plus, il dit qu'il va faire ça dans une loi. Mais une loi, ça se fait et ça se défait. La mmh, règle d'or, normalement, elle est constitutionnelle. Donc, on inscrit dans à peu près le marbre de la Constitution, même si une Constitution, ça peut se changer aussi. Mais enfin, il faut faire une révolution, ou en tout cas, oui. c'est pas aussi facile que le changement d'une loi. Normalement, ce qu'on inscrit dans la Constitution, c'est le gouvernement votera un budget à l'équilibre. Notre dernier budget à l'équilibre, c'est le début des années 70. Depuis, droite et gauche confondues, on a voté que des budgets en déficit. Et donc, ce qu'il faut mettre, si vous voulez, dans la Constitution, c'est cette vraie règle d'or. C'est interdire le déficit parce que si on ne fait pas de déficit, si on fait du déficit, pardon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, à partir du moment où on n'augmente pas les impôts, puisqu'on est déjà, Oui. Gabriel Attal le reconnaît, champion du monde des impôts, eh bien, il ne reste plus que l'emprunt. Donc, en fait, c'est même vraiment se tirer une balle dans le pied, parce que si on est dans la dette perpétuelle, eh bien, en fait, on fait payer des impôts aux générations futures, à vos enfants, Clémence, aux miens, à nos petits-enfants.
Et ça, c'est une rupture du consentement à l'impôt qui est quand même une base fondamentale quand on est démocrate, qui part en éclat. Donc c'est totalement improvisé parce qu'on est en campagne électorale et que ça provient de la Macronie aux abois. C'est absurde parce qu'en réalité, il faut marcher. Sylvain parlait de la patte gauche et de la patte droite. Moi, je dirais qu'il faut marcher sur la baisse des dépenses publiques et puis sur la baisse des impôts en même temps. Je fais moi-même, vous voyez, un peu de en même temps, mais je veux bien y consentir si c'est baisse des dépenses publiques d'un côté et baisse des impôts de l'autre. Là, on a une hémiplégie totale où on dit que ce qui fait plaisir aux Français, c'est-à-dire les impôts vont baisser. Effectivement, c'est un peu moins facile, comme Javier Milei en Argentine, de dire que les dépenses publiques vont être rabotées, mais c'est notre seule solution. Oui, mais justement, Javier Milei, puisque vous en parlez, c'était sa promesse, dégommer, défoncer. Il mit même une arme pour montrer, ou une mitraillette, je sais plus, enfin voilà, pour dire qu'on allait détruire toutes les dépenses publiques et notamment ceux des ministères. Vous pensez qu'on ne peut pas y arriver chez nous? Je reviens sur cette question d'abattoir. On est forcé d'aller à l'abattoir ou on peut y arriver? Ça peut être un peu douloureux, et notamment, d'ailleurs, pas forcément pour les Français, mais pour les ministères ou la fonction publique. Bah, il n'y a pas le choix, si vous voulez. En fait, il faut regarder. Moi, ce qui me saisit, c'est d'abord que dans ce débat, à part, je viens d'entendre Marion Maréchal dire avoir un tout petit mot sur les dépenses publiques, mais les autres candidats, les dépenses publiques, ça n'existe pas. On parle des impôts, mais des impôts, ça finance des dépenses publiques. On a 57% de notre PIB en dépenses publiques, on en a 47% en prélèvement obligatoire. Il faut quand même, à un moment, au moins ajuster les recettes et les dépenses. C'est le b.a.-ba de la gestion d'un ménage. Hein. L'économie, c'est d'abord la gestion de la maison, étymologiquement. Donc, gérer sa maison, c'est... Et d'ailleurs, toujours intéressant de regarder les déclarations de patrimoine et d'intérêt du personnel qui entend nous enrégimenter nos vies. Ce sont des gens qui, en général, n'y connaissent rien au patrimoine, laissent leur argent en compte courant ou en livret A et qui prétendent derrière gérer à notre place les milliards. Donc, pour répondre à votre question, il faut regarder les grandes masses en termes de dépenses publiques et le premier poste de très très loin de notre budget, ben, c'est la protection sociale. Donc, alors, je sais que cette campagne des législatives est très courte, qu'on aura peut-être ce débat pour les législatives, pour les présidentielles en 2027, mais il faut à un moment se poser la question. Vous savez, les dépenses publiques, c'est 1600 milliards d'euros à peu près. Sur ces 1600 milliards d'euros, vous avez deux énormes postes. Vous avez 400 milliards, c'est le régime des retraites, et vous avez 300 milliards, c'est notre système de santé. Donc, on peut effectivement dire quand la maison brûle, on va changer la couleur du papier peint, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est est-ce qu'on continue à avoir un système de retraite qui ne fonctionne que sur la répartition, hein, ou est-ce qu'on consent à engager un débat pour ajouter un pilier de capitalisation? Évidemment, il ne s'agit pas de remplacer tout le système par répartition par un système à l'anglo-saxonne de fonds de pension, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas ajouter un petit peu de capitalisation pour garantir la retraite des Français? Et puis le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on finance mieux, c'est-à-dire plus efficacement, eh bien, notre système de santé. Moi, ça ne me choquerait pas que j'ai à payer de ma poche une boîte de Doliprane. Si je suis garanti que sur des maladies lourdes, je suis mieux remboursé. On sait que, par exemple, on a malheureusement un record en France de cancer du sein. Eh bien, j'ai appris tout récemment que la reconstruction mammaire est quelque chose qui est très, très mal remboursé par la sécurité sociale, alors que la transition de genre, c'est 100%, et d'autres dépenses. Donc, vous voyez, il y a un moment, il faut que la solidarité s'exerce véritablement auprès de ceux qui en ont besoin. Et je pense que c'est plus une personne qui se reconstruit d'un cancer du sein qu'une boîte de Doliprane ou d'autres mesures discutables. Et puis si on veut parler santé, mais ça nous engage sur un très vaste sujet, donc on va juste l'aborder, mais on peut aussi commencer la santé avant de tomber malade, en fait. On peut aussi, pourquoi pas, limiter les produits industriels. Mais sauf que ça, c'est aussi s'en prendre à d'autres ennemis qui ne sont pas forcément faciles à abattre. Alors, je reviens quand même sur notre histoire, Sylvain Tiget, sur l'abattoir que vous citiez tout à l'heure, vers lequel nous nous dirigeons tous, que nous mettions la patte à droite ou la patte à gauche. Comme finalement, là, vous arrivez, vous êtes sur ce tapis roulant qui nous mène à l'abattoir. On fait quoi tout de suite, là, nous? C'est quoi la promesse qu'il faudrait qu'on entende et qui devrait être réalisée? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de promesse à entendre et à réaliser parce que, si vous voulez, le sursaut doit pas être. On ne doit pas être dans une démarche d'attendre le prophète qui vient arriver et qui nous sauve des méchants démons.
Je pense que c'est une démarche avant tout individuelle. Il faut avoir le courage en fait de regarder la réalité en face et il faut avoir le courage d'accepter le fait qu'on va très probablement vers une faillite de l'État pour une raison qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, ils ont décidé il y a quelques années de façon assez intelligente d'indexer en fait les emprunts d'État sur l'inflation, les obligations d'État français sur l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, on empruntait un taux de 0%. Donc même si on avait un budget déficitaire de l'État, qu'on dépensait plus que ce qu'on rentrait, on pouvait emprunter de l'argent gratuitement sur les marchés financiers sur la garantie d'une bonne réputation de l'État français. Maintenant, on emprunte à des taux de marché. Les taux de marché, ils sont entre 3 et actuellement entre 3 et 3,5. Et la réalité, c'est qu'en fait, le premier poste de dépense de l'État dans les mois et années à venir, ça va pas être le social, ça va être la charge de la dette. C'est-à-dire que ça va être l'intérêt Oui, l'intérêt de la dette. de notre emprunt C'est dingue. qui va être le premier Oui. poste de dépense. Vos impôts financeront en fait les marchés financiers parce que ces idiots ne savent pas gérer leur propre livret A, leur propre compte courant, mais veulent gérer des milliards d'euros de l'État français, vont emprunter de l'argent à un prix exorbitant sur les marchés financiers, puis du coup, vos impôts, ils financeront non plus votre système de retraite ou votre système de santé, il ira payer les intérêts auprès de nos créanciers. C'est ça. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, il faut sortir du tapis de l'abattoir et en fait, si on peut, il faut s'échapper de ce système, ce jeu d'une façon ou d'une autre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, j'ai envie de dire physiquement, vous pouvez très bien le faire autrement, Et vous n'êtes pas commencer obligé peut-être à... de déménager en Suisse, vous voulez dire? Non, mais vous n'êtes pas obligé de déménager en Suisse. Il y a plein de gens en France aujourd'hui qui sont, par exemple, freelance et qui travaillent pour des entreprises à l'étranger en prestation de services. Il y a plein de façons en fait Oui, mais de dans ce s'en cas-là, vous sortir. payez quand même vos impôts en France. Oui, voilà, très bien. Mais votre employeur, il est étranger, et puis vous recevez peut-être du dollar parce que vous travaillez pour une boîte américaine depuis la France. Vous payez vos impôts en France, pas de souci, mais vous avez des devises différentes et ça permet peut-être de vous en sortir. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui le vrai message, c'est se rendre compte de la situation et ne pas trop se mettre d'œillères en se disant qu'il y a un sauveur providentiel. Analysez les candidats que vous avez en face, analysez les partis politiques que vous avez en face. Aucun de droite à gauche n'a de plan économique suffisamment Fort. convaincant Oui. pour nous sortir de là. Aucun. Mais de toute façon, Voilà. en fait, si je vous comprends bien, on ne peut pas sortir de là, d'une certaine façon, si on reste dans ce système. C'est évident que non, en fait. Hein. Ou alors, faut m'expliquer comment, parce que il y a pas 10 000 façons. Hein. Soit vous êtes un État surendetté et en fait, votre charge de la dette, elle est énorme et auquel cas vous vendez tous les actifs de la maison pour rembourser votre dette. Mais une dette d'un État n'a pas vocation, normalement, en général, à être remboursée. Elle a pour vocation à être roulée dans le temps. Hein. C'est un peu fou comme fonctionnement, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que si vous empruntez de l'argent pour rembourser un autre emprunt, on appelle ça de la cavalerie financière. Si un État le fait, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est pas interdit. Donc, c'est un système où en fait on refile la patate chaude à la génération d'après. Ouais. Et là, l'idée, c'est que la patate, elle devient de plus en plus grosse, donc la génération d'après, elle ne pourra pas forcément la refiler à celle d'après parce qu'elle n'a plus les mains suffisamment grandes et larges pour la tenir. Ouais. Ce qui risque de se passer très probablement, c'est soit un défaut, soit une restructuration de la dette, donc une tutelle, enfin une mise sous tutelle de la France par le FMI, c'est possible. Parce qu'on a trop de dettes, on n'arrive plus à générer suffisamment de richesses pour rembourser cette dette. On est obligé de faire défaut, on se met sous tutelle du FMI, mais du coup, ça voudrait dire implosion de la zone euro, parce que la France et l'Allemagne, c'est les deux créateurs de cette zone euro. Donc, vous voyez, la chute de la France, c'est en même temps la chute de la zone euro. Donc, est-ce qu'ils laisseront la France mourir? On ne sait pas. On est dans une grosse période d'incertitude. Alors, si on aborde ces temps d'incertitude, Florent Lima-Chabert, finalement, on l'a dit, tutelle du FMI, peut-être chute de la zone euro, enfin faillite de la France d'une certaine façon. Est-ce que de là, on peut se reconstruire finalement? Est-ce que c'est pas aussi un passage obligatoire de toute façon, puisqu'on n'a pas trop le choix, de toute façon, on y va, d'après ce que je comprends, pour pouvoir se reconstruire de manière autonome, peut-être et souveraine? Oui, alors je suis d'accord avec ce que vient de dire Sylvain. Peut-être une petite nuance quand même sur les programmes qui nous sont proposés. Pour vous répondre, hein, Clémence, Oui. je ne botte pas en touche. Il y a effectivement, je dirais, le bloc de gauche, c'est le bloc FMI à Paris en 3 semaines. Ça, c'est très net. Quand on regarde, c'est 230 milliards d'euros qui sont financés à hauteur de 55 milliards d'euros. Donc, ça nous fait un delta de 180 milliards d'euros. C'est pile le déficit de la France.
Donc, ce que nous propose LFI et leur joyeux luron François Hollande inclus, c'est en fait de doubler le déficit de la France. Ah oui. On avait 180 milliards d'euros à la fin 2023. Si on applique le programme j'allais dire du FMI, si on applique le programme de LFI, eh bien, on aura le FMI parce que il va falloir refinancer. On a déjà à peu près 300 milliards d'euros par an à refinancer tous les ans. On a 180 milliards d'euros de déficit. Puis on a, comme vient de le dire Sylvain, on a la dette qu'on roule. On a les échéances des années précédentes qui arrivent. C'est à peu près 120 milliards d'euros. Donc ça nous fait 300 milliards d'euros à trouver tous les ans, dont la moitié qu'on emprunte à des investisseurs étrangers. Mais si on applique le programme du bloc de gauche, on fait exploser les compteurs. Et là, effectivement, ça va aller très, très vite pour les Jeux Olympiques. On aura le FMI à Paris et les choses vont aller très vite. Dans le scénario que Sylvain a décrit, il va falloir, l'euro va immanquablement sauter, planche à billets, inflation, etc. Bon, ça, c'est Mais est-ce que le pire, premier pardon, est-ce que élément. le pire, ce serait pas justement que on soit placé sous tutelle de la FMI, mais que finalement l'euro ne saute pas parce qu'on va créer une forme de survie artificielle de l'euro, et puis qu'on reparte comme ça, tous Bien sûr, alimentés, suralimentés avec de nouvelles dettes et de nouvelles obligations par rapport au FMI, et finalement qu'on ne s'en sorte jamais. Combien de fois s'est-on déjà assis sur les traités européens? Je ne parle même pas celui de 2005, je parle en août 2020, lorsque l'on a commencé à mutualiser la dette pour monétiser le Covid, enfin s'en sortir avec de la dette dans Oui. cette situation sanitaire. On s'est déjà assis sur les traités et on sait que du côté de l'Allemagne, ça a commencé à ruer dans les brancards. Bon, les choses se sont ensuite calmées, mais effectivement, cette situation où on est dans une partie de Monopoly, mais où on a en face de nous des joueurs qui changent en permanence les règles, Oui. ça, c'est tout à fait, avec les règles de Maastricht de 1992, l'euro aurait déjà dû sauter 3-4 fois. Hein. Ben, on se Et rappelle là, aussi ce qui s'est passé pour la voilà, Grèce, donc finalement, voilà. tout à fait. Donc ça, c'est le bloc central, je crois qu'on en a parlé. Ils nous disent qu'ils vont faire ce qu'ils n'ont jamais fait depuis 7 ans. Et moi, je suis allé voir le chiffrage par l'IFRAP, donc la Fondation sur la recherche sur les administrations publiques, le chiffrage du bloc central, donc de la majorité-minorité présidentielle, dans les recettes, ça augmente. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils veulent interdire dans la loi la hausse des impôts, mais en fait, ils nous proposent des recettes en hausse. Donc des recettes en hausse, ça veut bien dire que les impôts Augmente. augmentent. Donc si vous voulez, même leur chiffrage quasiment officiel est mensonger. Que je sache, ils n'ont pas décidé de renoncer à la hausse du gaz de 12% au mois de juillet. Ben, la hausse du gaz, c'est pas le gaz qui augmente, hein, c'est le droit d'accise qui est un impôt indirect sur le gaz. Comme en février, on a eu la même chose sur l'électricité. Et ça, je pense que les Français n'interprètent pas forcément la hausse du prix du gaz, la hausse du prix de Ah oui, c'est ça. l'électricité, Ouais. un peu plus tôt la hausse des frais dits de notaire comme une hausse des impôts. Mais bien sûr que ce sont des impôts. Les frais de notaire, ils partent à 80 ou 90% vers des collectivités et vers l'État. C'est pas du tout dans la poche du notaire. C'est pour ça que ce sont pas, j'aime pas appeler ça des frais de notaire, c'est des frais dits de notaire, parce qu'en réalité, c'est collecté comme la TVA par les entreprises, c'est collecté par les notaires et reversé en très, 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 très grande partie Oui. vers l'État. Donc, nous sommes envahis d'impôts partout, nous sommes un enfer fiscal, et le camp qui nous dit que la hausse des impôts, c'est fini, eh bien, nous propose encore d'augmenter les impôts. Et puis alors, le bloc de l'Union des droites, je dirais que leur chiffrage, voilà ce qu'ils donnent. Ils donnent baisse des dépenses et baisse des recettes. Donc, si vous voulez, facialement, ça c'est un discours qui me va bien, puisque c'est Oui. ce que je vous ai dit tout à Oui, il y a l'heure. une Il faut cohérence. baisser Oui. et les dépenses Mm. et les recettes. C'est cohérent. Sauf que les ordres de grandeur ne sont pas au rendez-vous. Bon, la baisse des recettes pour le Rassemblement national, c'est moins 20 milliards. Bon, c'est un début. Par contre, la baisse des dépenses, c'est moins 10 milliards. Ce qu'il faut économiser chaque année, c'est au bas mot 50 milliards d'euros. Idéalement 70, 100 milliards d'euros si on veut commencer à réduire notre déficit. Donc avec 10 milliards d'euros, si vous voulez, On peut pas aller bien loin. on va pas aller, Mais est-ce qu'on on va pas pourrait pas aller dire très qu'au moins ils sont réalistes? voilà, moi j'ai regardé, hein, j'ai écouté Bardella Mm. hier matin, je regarde leur chiffrage, je n'ai pas je n'ai pas difficulté particulière à regarder tel ou tel chiffrage, tel ou tel programme. Donc voilà. Donc je dirais que le moins mauvais des programmes, c'est le troisième. Mais par contre, en termes d'ambition Oui. et en termes d'anticipation indispensable de ce qui peut se passer sur le marché obligataire si un Bardella arrive à Matignon, ça, il faut quand même se préparer parce Oui. que une attaque du marché obligataire à la grecque, comme vous le disiez, Clémence, en 2010-2012, n'est pas du tout à exclure et on espère que les équipes qui… alors,
le bloc de gauche est absolument incapable de réagir à cette situation. Là, c'est le défaut de paiement immédiat. Je n'ai pas d'avis quant à savoir si le Rassemblement national est équipé pour réagir à cette situation. Dans son ADN, il reste plutôt interventionniste, donc je dirais que non, mais peut-être qu'ils sont en train de prendre la mesure du pouvoir qu'ils s'apprêtent peut-être à prendre. Les Français en décideront dimanche. Oui, mais quand même, ça c'est dingue aussi de se dire, il faut s'attendre à une attaque du marché obligataire si c'est le Rassemblement national. Enfin, on voit bien que c'est pas normal. Enfin, tout ça n'est pas, l'économie n'a pas à attaquer plus ou moins en fonction Bah, du. dans un monde libre, Sylvain Tigé. les gens font ce qu'ils veulent, hein, si vous voulez, hein. On a juste trop pris goût au communisme et à l'interventionnisme et au fait que tout doit être géré par l'État. Mais dans le monde libre, c'est un peu comme ça, hein. Les marchés réagissent comme ils veulent à ce qu'ils veulent. Mais là où je voudrais compléter ce que disait Florent et ce qui est très juste, c'est qu'au final, quelle que soit la voie choisie, on est effectivement dans une situation qui est très compliquée. Oui. Moi, je peux peut-être apporter une partie enfin, de la solution. En tout cas, je vois plus ou moins où on est en train de se diriger. Si vous voulez, ce qui peut se passer, et comme il le disait, et comme on en parlait, si le FMI en fait met la France sous tutelle, la chose la plus probable qui risque d'arriver pour éponger entre guillemets la note de la France, bah c'est quoi ces deux plus gros postes de dépenses sociaux? C'est les retraites et la santé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va nous imposer une privatisation de la retraite et une privatisation du secteur de la santé en France. On va nous dire, bon, écoutez, votre dette, elle vous coûte trop cher, vous n'arrivez plus à vous rembourser, plus personne ne veut vous prêter, en tout cas à des taux convenables pour vous. Vous générez pas assez de richesse en face pour payer, pour générer du PIB et payer en fait vos intérêts. Vous taxez déjà vos citoyens à un niveau extrêmement élevé, ils peuvent plus être taxés plus parce que au-delà, bah, C'est la révolte. Oui. bah, c'est même pas la révolte, c'est qu'il ne reste plus rien. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est simple, c'est couper massivement dans les dépenses. Et ben, ça tombe bien. Nous et les FMI, on a des très belles boîtes américaines qui se proposeront de prendre en charge la retraite de vos citoyens français. Et puis, pour le secteur de la santé, on a aussi deux, trois idées pour vous aider à délocaliser ces services-là. En fait, c'est vers ça qu'on se tourne. Ça, c'est dans le scénario où, effectivement, on trouve pas de solution. Mais moi, c'est le scénario pour lequel je privilégie, enfin, pour lequel je suis, parce que je pense, honnêtement, entre nous, quel que soit le parti qui gagne, parce qu'honnêtement, il n'y en a aucun qui me fait kiffer, hein. Le parti de la majorité présidentielle, track record sur 10 ans, zéro. Le parti Nouveau Front Populaire, comme l'a dit Florent, déficit abyssal, le FMI pendant les Jeux Olympiques. Le parti de droite n'a jamais gouverné, et puis le Premier ministre aurait 28 ans. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut avoir l'humilité de se dire que euh, quand on est jeune et qu'on n'a pas bossé, on ne peut pas aspirer à diriger un État. On peut aspirer à diriger une entreprise, certes, on peut aspirer à diriger, pourquoi pas, une commune, certes, mais si vous voulez, faut être réaliste à un moment donné. On ne peut pas être dans le rêve perpétuel, il faut être pragmatique. C'est comme ça, en tout cas, que ça marche en général. Et donc, personne ne peut nous sauver de cette situation. Moi, je pense pas, en fait. Donc, on est obligé de passer par la théorie de la création destructrice de Schumpeter. On va devoir s'effondrer pour mieux repartir. S'effondrer, ça aura des conséquences. Et une des conséquences probables, c'est soit tutelle du FMI, privatisation du secteur de santé français et du secteur de la retraite française. C'est des mannes. En Donc plus, revendu à BlackRock, quoi, en gros. Hein. en termes de business, c'est énorme, quoi. Enfin, vous imaginez même pas combien Bah ça oui. vaut en termes d'argent. Donc, si on privatisait ça, ça serait tellement juteux pour nos créanciers qui ont peut-être des copains qui seraient à même de reprendre tout ça. Donc, à mon avis, on va nous pousser dans cette situation parce que c'est une situation où derrière, il y a des intérêts économiques qui sont énormes. On privatise la retraite française, le système de santé français. Ça veut dire aussi qu'on lève le blocage des prix en fait que la France met sur certains médicaments. Donc, on peut vendre des médicaments hyper chers aux Français derrière. Enfin, on peut leur vendre de la Oui, c'est mutuelle. Vous super juteux, imaginez? là, ce que vous nous racontez Donc, là. Oui. donc, tous les intérêts convergent pour nous mettre en faillite. Pour moi, c'est évident. Donc c'est vers ce Et on scénario-là est bien d'accord que là, ça sert les va aller. intérêts tels que ceux des grands fonds tels que BlackRock. Bah, c'est les intérêts des grosses entreprises, effectivement, des gros assureurs, des gros fonds de pension, de tout ça, oui, effectivement. Mais c'est comme partout dans tous les pays. Donc Qui à travaillent nous main de dans la voir main ce qu'on avec va le réussir à FMI. en faire. À nous de voir ce qu'on va réussir à en faire. Et donc là, oui, vous dites, ça c'est si le FMI nous met sous tutelle et met entre guillemets son plan en ordre, et vous, à quel moment on saute de l'avion là? Bah, en fait, un peu tout le temps, hein. Ça fait déjà depuis 2020 qu'on dit, enfin, à partir du moment où ils ont fait leur folie
de réinjecter massivement de l'argent depuis la crise du Covid, c'est-à-dire en 2020. On savait qu'il y aurait une grosse vague d'inflation. Nous, on a propagé ce message déjà depuis début 2020. Là, bah, on est juste en fait en train d'essuyer les pots cassés de ce que nous, on annonce déjà depuis un petit moment. Et en projetant un petit peu les chiffres, bah, on peut juste se rendre compte que l'étape d'après, c'est ça. Alors, on peut rêver en se disant, oui, il y a un sauveur providentiel qui va venir remettre le budget de l'État à l'équilibre et puis ceci, cela. Mais enfin, si demain on ne trouve pas des réserves de Oui. pétrole extrêmement importantes en France et qu'on ne se met pas à exporter des matières premières qui nous enrichiront et feront exploser notre PIB, je ne vois absolument pas comment on va s'en sortir de façon économique et financière. Alors, Florent Honnêtement. Ly Machabert, à ce sujet, vous êtes d'accord déjà avec le scénario de Sylvain Tiget? Oui, tout à fait. Disons que, à force de se crisper sur des solutions où c'est tout par l'État, avec l'État et dans l'État, eh bien, effectivement, on risque de se retrouver, c'est le retour du balancier vers des solutions Extrême inverse. 100% privées, type BlackRock, etc. Mmh. Alors que je pense qu'il faut avoir, il aurait fallu avoir, je ne sais pas à quel temps il faut mettre ça, un débat apaisé sur ce que je disais tout à l'heure, le financement de l'éducation en France, le financement de la santé, le financement de la retraite. Mmh. Et à titre personnel, je suis favorable pour un peu de capitalisation dans notre système de retraite. Évidemment pas du 100% en fonds de pension privé, mais pas non plus le système actuel 100% répartition. Sauf que dans ce pays, dès qu'on dit le mot capitalisation, eh bien, on est le grand capital, c'est affreux, Mélenchon sort les fourches, et puis le banc et l'arrière-banc de l'extrême gauche vous appellent à votre extermination, si je puis dire. Donc voilà, Il y a sur la peut-être un problème santé, de c'est pédagogie, là, je vous entends, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites finalement, à force de refuser ça, on va arriver à bien pire finalement dans la tout à privatisation. fait, Et tout ça, à fait. je ne sais pas si c'est un argument qui a beaucoup été entendu, notamment pendant ce débat sur les retraites. Bah, effectivement, c'est-à-dire que arriver à mettre la France à feu et à sang au printemps 2023 sur une réforme qui ne sert à rien et qu'il faut déjà recommencer quasiment instantanément, c'est quand même terrible, alors qu'on aurait pu avoir un débat qui aurait peut-être mis les gens dans le même état, mais au moins pour, à la sortie, avoir eh bien, des modes de financement, entériner des modes de financement qui soient différents. Il faut laisser aussi un moment les gens libres, s'ils veulent, et c'est ce qu'on les appelle à faire, s'ils veulent aussi préparer leur retraite dans leur coin. Je sais que le pouvoir d'achat ne le rend pas possible, mais pas toujours possible. C'est quand même reprendre la main sur son épargne, c'est quand même arrêter de se dire que l'État veille sur nous matin, Oui, midi et surtout que soir et dans oui. tous les domaines. C'est quand même un acte d'éveil, de grand réveil, de De great libération d'une resist. certaine façon aussi. Hein. Pardon? De libération. De Libération, bien sûr. Alors effectivement, hier vous évoquiez avec Éric Verhaeg Mmh. la fable du loup et du chien. Mais effectivement, il faut retrouver notre instinct de loup, et puis, et puis les choses iront mieux. Mais même sujet, même débat, alors sur des sommes beaucoup plus petites, mais même débat dans l'éducation. Est-ce qu'on continue à avoir un système éducatif centralisé rue de Grenelle, où c'est Madame la ministre, on a vu hier, qui décide les chapitres qu'il y aura à traiter en économie? Et d'ailleurs, j'en dis un mot, elle a décidé de supprimer l'étude de l'école comme institution, l'étude des crises financières et l'étude de la fiscalité. Moi, je trouve ça assez révélateur et inquiétant quant à la formation de nos jeunes petits cerveaux qui ne comprendront plus rien à la fiscalité, comme ça on pourra les tondre plus facilement, plus rien aux crises financières qui nous attendent et plus rien à l'école. Bon, contact. Merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si Sylvain Tiget voulait ajouter un dernier mot. Non, mais je pense que, comme le disait Florent, un peu de capitalisation, ça serait pas mal, mais en réalité, la vraie solution sur tous ces problèmes, elle se trouve dans un espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il faudrait faire comme en Suisse. Au niveau de l'école, moi je pense que ce qui serait intéressant, ça serait de partir sur quelque chose de régional. En fait, on a un pouvoir très centralisé en France qui est lié à notre histoire, c'est l'histoire de la monarchie et justement de la centralisation du pouvoir Oui. depuis des centaines d'années. Et en fait, il faudrait revenir à un régionalisme où chaque région aurait, pourquoi pas, son propre pouvoir central, enfin son propre petit pouvoir régional, ses programmes d'éducation. Et pour ce qui est de la retraite, une des solutions qui serait logique, ça serait de faire comme ce qui se fait en Suisse. Un pilier solidarité avec l'État, donc on va dire répartition classique, un pilier capitalisation et un pilier facultatif. Oui. Et en fait, on aurait le meilleur de tous les mondes. On aurait un pilier solidaire où on donne de l'argent un petit peu à tout le monde, pas de souci, comme c'est le cas actuellement. Un pilier capitalisation
pour chacun, donc chacun cotise pour lui-même, et un pilier facultatif. Si vous mettez plus d'argent pour votre retraite aujourd'hui, bah, vous pouvez le défiscaliser de vos impôts, donc vous payez moins de taxes. Et en fait, on vous incite, on vous paye, on vous donne une incitation fiscale à être responsable et à préparer votre futur demain. C'est intéressant. Et ça serait un système un peu entre deux, comme ça on n'aurait Oui. pas besoin de choisir soit à 100% la solidarité nationale, soit 100% la capitalisation égoïste. Hmm. On aurait un truc un peu équilibré. Je pense que ça, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place et ça serait vraiment intelligent de le faire, quoi. Bon, je vous mets tous les deux dans notre gouvernement tocsin, ministre de l'économie et du budget. Merci beaucoup Sylvain Tiget, expert en Merci économie et Clémence, merci investissement, Florent. fondateur d'Ultra Bourse, cofondateur de la lettre d'investissement Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche. Merci à vous, Florent Lima-Chabert. Je rappelle, économiste, agrégé de sciences économiques et sociales, professeur chargé de cours à l'EDEC, à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, éditeur de presse financière indépendante. Tout à l'heure, je n'ai pas noté le nom, pardon. Samari et compagnie. Merci à tous les deux. Et puis nous, on